Ben, bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Red Canada aujourd'hui. Donc, c'est un super nouveau podcast que j'ai avec deux super invités que j'avais hâte de discuter avec. Donc, on a Isaël Huard et Michael Zerioun. Petite présentation, vous êtes les fondateurs et propriétaires de Caldera Interactive. Donc, je vais vous laisser vous présenter, savoir qui vous êtes et c'est quoi votre entreprise. Dire quelques mots un peu sur moi, en fait, juste un peu mon background, comment je suis rendu un peu dans ce poste-ci, dans cette aventure-là. En fait, moi, je suis plus du côté artistique, musical, donc j'ai grandi en jouant de la musique, puis OK. j'ai étudié la musique, la composition, tout ça à l'université. Puis j'ai tombé dans le monde de la post-production audio, donc j'ai travaillé pour faire du bruitage pour des films, des téléséries, des choses comme ça. Puis c'est un peu comme ça que je suis devenu un peu le titre, là, c'est Sound Designer. Euh, puis j'ai toujours aussi été gamer en même temps. Puis j'ai un peu découvert cette avenue-là de prendre, dans le fond, les univers sonores des jeux vidéo. Puis c'est vraiment un peu en découvrant la gang avec Michael et toute la gang de Caldera que j'ai vraiment découvert cet amour-là là, pour le sound design, les jeux vidéo, puis faire un peu notre propre projet. Donc voici un peu comment j'en suis rendu. Euh, Cool. Et question rapide, vous avez quel âge les deux? J'ai 29 ans. 29 ans. Et toi, Isaël? 28. Super. Excellent. Donc, Michael, est-ce que tu veux prendre le temps de te présenter aussi? Savoir comment tu as rencontré Isaël aussi, peut-être comment ça fonctionnait un peu. D'accord. Donc moi, je suis le programmeur à Caldera. Ouais. Et donc j'ai fait des études de programmation. Euh, En sortant de l'université, j'ai fait 5 ans dans le web, programmation web en fait. Mais j'ai toujours eu une passion pour les jeux vidéo et même à l'université, j'étais le président du club de programmation de jeux vidéo et j'ai fait tous les cours qu'on avait, etc. Mais j'étais parti dans le web. Et puis après 4 ou 5 ans, je me suis dit, bon, bah, en fait, faut que j'aille essayer les jeux. Si je le fais pas maintenant, je le fais quand? Et donc, j'ai laissé ça derrière. Et puis maintenant, je suis à Caldera full-time. Et, euh, et donc, bon, ce qu'il en devient de la rencontre, comment on s'est tous rencontrés, en fait, on s'est rencontrés à l'université. On a tous pris un cours en commun. Et de là, un des autres cofondateurs, qui s'appelle Jeff Cho, nous a un peu recrutés à travers ce cours-là. Et de fil en aiguille, en fait, on en a fait une équipe. Et puis, on travaille ensemble depuis, ça fait presque 3 ans, 4 ans. Wow. Et, euh, et, et voilà. Et puis maintenant, enfin, on est trois des quatre cofondateurs qui sont à temps plein. Et puis, une personne qui l'est pas encore. Mais on espère pouvoir amener tout le monde. C'est cool, c'est cool. Une petite question comme ça, Isaël, est-ce que tu es d'origine québécoise? J'ai l'impression que tu as un accent québécois, je sais pas si... Oui, ouais, en fait, oui, je suis né au Québec, puis avec mes parents, en fait, j'étais encore aux études secondaires, puis on déménagé en 2007 en Alberta, puis voilà, Wow! c'est un peu comme ça que, que je suis ici, là. Pourquoi avoir fait le move de déménager du Québec en Alberta? Y avait-il une raison professionnelle de se déplacer là? Ben pour mes parents, en fait, oui, c'était une raison. Je veux dire, 2007, c'était encore le boom de l'huile dans l'Ouest, puis Ok, ok. un peu cette direction-là là, que beaucoup de gens prenaient. Puis ben, moi, je suis un peu un produit de ça, là, tu sais, 15 ans plus tard. Puis non, mais ouais, c'est ça. Ok, excellent, excellent. Puis toi, Michael, est-ce que tu as tout le temps été en Alberta aussi? Non, moi, je suis né en France et je suis venu ici pour mes études. Et, Ok. euh, et puis, je suis resté coincé ici, quoi. T'es tombé en amour, là, c'est sûr. Ouais, ouais. En fait, c'est ouais. Ok, littéralement. Ah, mais c'est cool. Tant mieux. Excellent. Donc, hey, c'est génial, c'est intéressant. Puis pourquoi bâtir une équipe puis une boîte de jeux vidéo, sachant qu'il y a quand même tu sais, assez de compétition, des grandes marques qu'on connaît bien. Pourquoi bâtir ce beau projet-là? Euh, oh, vas-y, vas-y. Ah, ben, en fait, moi, j'allais juste dire, je pensais un peu sorti de cette complicité-là qu'on a de notre équipe, de vouloir comme euh, faire quelque chose qui est à nous. On a un certain ownership du projet, du studio. On prend toutes les décisions aussi Ouais. de leadership. Il y a beaucoup d'opportunités de changement et d'amélioration dans l'industrie. Puis on veut être un peu euh, porteur ou du moins
contribué à ce changement-là, cette vague de changement-là. Donc, je pense que c'est un peu dans cet aspect-là là, qu'on a voulu quand même vouloir se partir une compagnie, puis faire un peu nos propres choses. Ouais. Ouais, c'est super intéressant. Puis je reviens un petit peu dans le passé, mais en début de mes études, avant de me lancer en entrepreneuriat, je voulais être créateur de jeux vidéo. Je voulais travailler chez Ubisoft. Puis j'ai pris quelques cours au cégep, de dessin électronique et tout ça, puis dessin aussi physique. Puis déjà là, je me sentais pas à ma place parce qu'il y avait tellement de compétition juste dans ma classe d'experts, de gens qui étaient de mon âge, mais qui dessinaient depuis l'âge de 5 ans, tu sais, qui étaient vraiment excellents, tu sais. Fait que je me sentais pas à ma place, puis je me suis dit, c'est pas ma passion à moi, mais je le voyais dans les yeux des autres de mes collègues que c'était vraiment leur passion, ils voulaient faire ça de leur vie, que ce soit à leur compte ou dans une entreprise, donc c'est génial. Donc, est-ce que ça a été, là, vous avez dit, vous êtes sûrement passionné par les jeux vidéo, c'est quel genre de jeux vidéo qui vous a introduit dans ce domaine-là, quoi? Quand vous avez grandi, est-ce que vous avez grandi avec un jeu vidéo qui était exceptionnel, quoi? Oh. Pour moi, c'était pas un seul jeu vidéo, mais c'en était beaucoup. J'avais surtout des consoles à travers mes grands frères. Et pour moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans les jeux vidéo, c'est que tu peux jouer à un jeu comme Tetris ou un jeu comme Zelda, et c'est un puzzle qui est complètement différent. Et ça te fait penser, ça te fait réfléchir à comment y jouer, des stratégies. Parfois, il y a des narratifs qui sont même plus réels et qui t'évoquent plus d'émotions que certains livres, des films. Donc, c'était juste, en fait, la multitude d'expériences que tu peux avoir à travers les jeux qui m'a amené là. Donc, non, j'ai pas seulement un jeu, c'est toute une collection de jeux au fil de ma vie, en fait, qui m'a attiré vers les jeux et que même maintenant, qui continue à m'y garder, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, vous avez grandi dans les années 90. Donc, tu sais, avec la Super Nintendo, la première PS1, PS2 et tout ça, c'est tout dans ces années-là. Puis c'est drôle, je sais pas si vous avez la même passion, mais quand j'étais plus jeune, je collectionnais les consoles des années 80-90, Nintendo, Sega, encore une fois PlayStation. J'avais une super de belle collection, puis j'étais passionné. Comme à chaque été, j'allais dans des pawn shops, puis dans des marchés aux puces pour acheter ces vieilles consoles-là, puis jouer avec mes amis. C'est complètement... Ouais, c'est ça. Récemment, j'ai commencé à retrouver mes vieilles consoles et à les ramener ici, en fait. Juste pour... ouais. Tu peux tout jouer en ligne, parce qu'il y a des moyens de le faire, mais il y a quelque chose c'est pas la même chose, tu sais. Avoir la manette et de pouvoir jouer, puis juste de faire ça, quoi. Non, exactement. Tu sais, juste d'avoir la vieille télévision cathodique super épaisse, de brancher la Harvest Switch ou les fils de 3 couleurs et tout ça avec la NES. Là, mettre la cassette soufflée dedans, c'est toute la nostalgie. C'est pas la même chose qu'un émulateur. T'sais. Oui, j'allais dire justement le souffler. Là, c'est comme ça un peu moi tout ça a commencé. Chez mes grands-parents, il y avait la Super Nintendo qu'on jouait à Mario Bros. Là, puis c'est un peu comme ma première introduction aux jeux vidéo. Puis après ça, en fait, ce qui est drôle, c'est Nintendo 64, Zelda Ocarina of Time. Puis j'aimais tellement ce jeu-là. Mais bizarrement, en fait, je l'ai joué pour la première fois, j'étais rendu adulte parce que j'avais un ami qui jouait, mais je pouvais juste regarder. Il ne me laissait pas jouer. Non! Mais j'ai grandi en regardant ça, puis j'étais comme... Puis c'est vraiment ça qui m'a... Puis j'aime beaucoup un peu les styles Zelda, puis RPG, tout ça. Puis je te dirais que le jeu de mon enfance, là, c'est vraiment Diablo 2, là, comme ça. C'était... OK, Diablo, alright. Ouais. Ça c'était... Nice. Excellent, je vais revenir dans ce même temps-là, quand vous étiez jeune. Est-ce que vos parents étaient des entrepreneurs? Tu m'as dit qu'ils étaient dans l'huile, les ailes des parents. Michael, est-ce que toi, tu avais un esprit aussi, un famille, ouais, c'est ça, un nid familial qui était plus entrepreneurial ou salarié? Ça ressemblait à quoi, votre situation familiale? N'importe qui. Je peux me lancer, vas-y. Oui, en fait, chez nous, vraiment un monde entrepreneurial. Mes parents étaient dans le monde du transport. Par conséquent, le monde du transport de l'huile, éventuellement, quand on a déménagé en Alberta. Mais oui, mes parents ont toujours été en business d'une manière ou d'une autre, mais aussi maintenant comme frères et sœurs et tout ça, comme maintenant aussi, sont beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat d'une manière ou d'une autre. Puis moi aussi, dans le fond, je veux dire, ça a commencé aussi à travailler un peu à mon compte quand j'étais plutôt
sound designer un peu général, autant pour les jeux vidéo, mais pour les films, téléséries, ces choses-là. Ben, c'était aussi tout à mon compte. C'est un monde que les salariés n'existent presque plus. Donc, c'était juste naturel pour moi si je voulais œuvrer soit dans la musique, soit dans le son, ou peu importe, dans ce monde créatif-là. Faut un peu prendre ça en main, puis être entrepreneur, puis aller chercher ces contrats-là, comment faire ses taxes, ses impôts, tout ça, quand tu es self-employed, travailleur autonome. Puis ça vient un peu avec tout ce baggage-là. Puis éventuellement, ben, en compagnie, puis c'est le fun d'avoir des cofondateurs qui nous aident, qui nous accompagnent dans cette aventure-là. C'est bien, mais c'est ça, donc vous êtes 4 cofondateurs, je suis allé voir sur votre site web, donc ok, excellent. Puis avec différentes tâches, différentes responsabilités. Tu sais, je pense que c'est ça c'est une belle forme, c'est exactement ça qu'il faut faire. Je crois que quand il faut s'associer, il faut justement pas juste avoir des yes men, que mettons vous êtes 3 ou 4 fondateurs qui ont toutes les mêmes compétences, les mêmes tâches, ça fonctionnera pas. Tu sais, c'est correct d'être en désaccord, puis bien sûr d'avoir des compétences qui s'associent bien. Donc c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. Est-ce qu'il y a eu des frictions justement? Parce que ça peut être la réalité. Tu sais, oui, on se dit moins de responsabilités étant 4 personnes ou moins de stress, c'est plus partagé. Est-ce qu'il y a eu des frictions au début dans le démarrage, des problèmes de gestion? Pas tellement que ça. On a des désaccords, et ce qui est parfait parce qu'à la fin, on sait qu'on est tous là pour faire des meilleures choses. Donc, ça nous arrive d'avoir des désaccords, mais ça reste très respectueux. Puis, on essaie juste de trouver un compromis, en fait, qui marche pour tout le monde, mais surtout qui marche le mieux pour l'entreprise ou pour le jeu sur lequel on travaille, en fait. Ah oui, c'est clairement ça. Puis, Miguel, toi, au niveau de tes parents, ça ressemble à quoi? Pas du tout d'entrepreneuriat. Tous, ah ouais? Toute ma famille, c'était surtout salarié. Ouais, okay. C'est tout. Excellent. Je pose cette question-là souvent parce que on peut voir quand même une suite logique. Disons qu'on a des parents entrepreneurs, on va être plus enclin à être poussé vers là, surtout si les 2 parents le sont. Si la mère et le père le sont, il y a des fortes chances que tu suives le domaine de l'entrepreneuriat parce que tu grandis dans ce domaine-là. Mais quand les 2 parents ne sont pas, ben ça ne veut pas dire non plus que tu ne vas pas être capable. Mais en France, c'est une culture et je dirais peut-être une culture d'entreprise qui est différente qu'au Québec. Puis ça, je le questionne souvent quand c'est des Français qui sont immigrants au Canada. Ils voient la différence, je pourrais sûrement me le dire si tu as vécu la même chose, mais la différence de mentalité, que quand on prend des risques en France et prendre des risques au Québec, au Canada, c'est complètement différent, la vision des gens autour de toi. Donc, est-ce que tu as vécu un peu la même sorte de friction-là? Bah, oui, en fait, c'est un peu la raison pour laquelle je sais que je vais pas... que j'ai su très tôt que j'allais pas retourner en France. Okay. Parce qu'en étant ici au Canada, à l'Alberta, j'ai remarqué que j'ai eu beaucoup plus d'opportunités qui m'ont été données, en fait. Et je comprends la mentalité un peu en France qui dit qu'il faut que tu te prouves pour qu'on te donne une chance. Mm-hmm. Et si personne ne veut te donner une chance, comment est-ce que tu crées une opportunité, etc. Alors qu'ici, pendant mon temps à l'université, j'ai organisé avec des autres copains des conférences autour du jeu vidéo, okay. Développement de jeux vidéo, montrer ces jeux vidéo, etc. Et de cette expérience-là, en fait, la chose que j'ai retenue, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient enthousiastes avec l'idée de faire ça, et donc ils ont cru en l'idée, et ils ont cru en nous, et ils nous ont donné des fonds, etc. Et ça nous a donné des meetings que je me dis qu'il n'y aurait jamais eu. J'aurais jamais eu la chance d'avoir ce genre de meeting avec des gens placés comme ça en France. Et donc oui, moi c'est pour ça aussi que je vais rester au Canada aussi. C'est que je me dis que les gens ici ils sont beaucoup plus confiants et donc ça donne beaucoup plus d'opportunités au niveau de la carrière, au niveau de la vie, enfin de tout. Exactement, il y a énormément des portes d'opportunités, je veux dire, juste au Canada, c'est incroyable, c'est en développement constant, surtout les technologies, je dirais, là, donc il y a beaucoup d'opportunités là-dedans. Puis oui, c'est une mentalité, je peux l'être au niveau de mes parents, puis de la famille, puis de mes amis aussi, qui disent que, disons au Québec, au Canada, là, je dis souvent au Québec parce que j'habite au Québec, là, mais c'est partout au Canada, quelqu'un qui se lance en affaires, qui se plante, puis la vision des autres vont dire, ben ok, tu t'es planté, mais tu as appris de tes erreurs. C'est quoi ton plan pour recommencer? Donc, exact. C'est comme, essaie jusqu'à temps que tu réussis, puis je trouve que c'est une belle façon de penser. Puis je pense qu'on a aussi
un peu... moi, en tout cas, quand quelqu'un veut se démarrer une entreprise, ça va me faire plaisir de l'aider gratuitement, de prendre du temps de ma semaine pour l'aider dans son projet. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut, là. C'est une belle culture qu'on a ici d'entreprise. Donc, c'est super pour vous. Une question plus technique au niveau de votre entreprise. Quel genre de jeux vidéo est-ce que vous conceptualisez, est-ce que vous créez en ce moment? En fait, les grandes lignes, c'est un jeu d'horreur coopératif. C'est quoi l'autre? En 2D. Coopératif, en 2D. Ouais, c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on dit, là. Mais ouais, voilà, ouais, c'est un peu ça, là, les grandes lignes. Ok, exactement, non, parce qu'Yvan, qui nous a mis en contact, il m'a dit, ouais, je pense qu'il travaille sur un genre de Slenderman, de style-là, coopératif horreur. Je sais pas si on est dans le champ ou... Non, ben ça ressemble un peu à ça, oui, exactement. Ouais, un peu l'horreur, le côté... On aime beaucoup le côté collaboratif, empathique, derrière comme des expériences d'horreur, que ces expériences-là peuvent créer, dans le fond, des situations d'entraide, d'empathie, des choses comme ça. Donc, c'est un peu ça qu'on explore là, dans ce jeu-là. Excellent. Est-ce que vous faites seulement des jeux d'horreur ou est-ce qu'il y a différents types, des jeux d'action? C'est quoi est-ce que vous êtes juste concentré sur une niche? Oui, en fait, ben, nous, c'est quand même tout est à faire, dans le fond. C'est un start-up. C'est notre premier jeu et on se concentre vraiment sur un jeu pour commencer. Je pense qu'on n'est pas nécessairement concentré seulement au monde de l'horreur. Mais pour ce premier jeu-là, c'est un peu cette direction-là qu'on a choisie. Mais évidemment, je veux dire, ça reste à décider par la suite vers quoi on se dirige. Là. Je veux dire, ça peut aller dans toutes sortes de directions, mais donc voilà, ouais. On se concentre vraiment sur un jeu à la fois pour... Ben c'est ça. C'est normal, vous êtes en start-up et je sais pas que le monde, il réalise pas combien d'heures que ça prend la création du début à la fin d'un jeu vidéo. Juste pour nos éditeurs, combien de temps là, tout est parti, combien de temps ça prendrait, disons, là, un jeu vidéo de cette heure-là? Ça dépend de beaucoup de choses. Là. On va dire avec la taille de notre équipe, avec un peu sur quoi le genre de choses auxquelles on pense. Ça dépend si on arrive à lever plus de fonds. Donc ça dépend beaucoup, mais on va dire ça doit prendre au moins ça peut aller de 2 ans jusqu'à 4 ans. Ça peut aller même plus loin que ça. Mm-hmm. Ça dépend. Enfin, oui, ça dépend de beaucoup de choses. Si on arrive à payer les gens pour travailler dessus à plein temps, si on arrive à engager plus de monde, il y a tellement de choses. Et puis après, avec l'équipe et la taille qu'on a, est-ce que on a mieux fait de passer du temps à essayer d'aller pitcher pour trouver plus de fonds, lever plus de fonds, ou est-ce qu'on a mieux fait de se concentrer sur le jeu et peut-être essayer de le vendre en accès anticipé, qui est une nouvelle manière de sortir les jeux. Il y a beaucoup de décisions à faire et ça dépend de tellement de choses que c'est dur à dire, mais en général, c'est au moins 2, 3, 4 ans. Oui, c'est ça. C'est comprenable aussi, là. Prenant en compte la taille de votre équipe et tout ça, c'est sûr c'est difficile de comparer ça à, disons, je prends encore l'exemple d'Ubisoft qui ont énormément d'employés pour un jeu AAA. Tu sais, c'est incroyable. Ça m'amène à cette question-là. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous avez vu en tout cas, j'ai vu une vidéo passer sur la nouvelle mise à jour de Unreal Engine 6 ou 5 qui était vraiment réaliste, incroyablement. Là. Il avait fait une démo avec de Matrix. Je voulais savoir votre opinion là-dessus. Est-ce que il y a vraiment un développement des technologies puis une amélioration constante à travers les années au niveau du graphisme? Oui. Comme toute autre technologie, ça avance et on ne réalise même pas à quelle vitesse ça avance. Et justement, cette démo, elle était époustouflante, elle était belle, jolie, super réaliste. Et donc, les outils pour faire des jeux vidéo ne font que s'améliorer et devenir de plus en plus faciles à utiliser. Et donc, dans le cas de Unreal Engine 5, c'est assez incroyable, en fait, le niveau de réalisme qu'on arrive à faire. Mais après, la question, c'est aussi, est-ce que plus de réalisme, c'est forcément ce qu'il faut faire? Ça dépend des jeux. Si, évidemment, tu veux faire quelque chose qui est super réaliste, c'est un outil incroyable pour toi.
Mais si par exemple tu essaies de faire quelque chose qui a peut-être l'air un peu plus cartoonesque, des trucs comme ça, bah, c'est peut-être pas une avancée aussi incroyable que ça pour ce que tu essaies de faire. OK. Après, la chose qui est intéressante avec Unreal Engine 5, c'est aussi cette poussée de réalisme. Ça aide aussi beaucoup maintenant dans l'industrie du film. Et c'est là qu'on voit une grosse rencontre des autres, en fait, des deux, pardon, du jeu vidéo OK. et du film. Et beaucoup de productions qui sont maintenant pas en réalité virtuelle, mais en digital. Parce qu'on n'a plus besoin d'aller dans une location spécifique. On peut juste utiliser Unreal Engine et puis ça peut te mettre dans des endroits qui représentent ce que tu veux faire. Donc, c'est surtout ça, moi, je vois enfin, les nouvelles sorties de Unreal Engine et ce qui m'impressionne, c'est surtout comment ça va révolutionner cette industrie. Dans le jeu Oui. vidéo, on a eu beaucoup de réalisme, mais par exemple, ta PlayStation 5, elle va pas pouvoir faire du réalisme que tu vois comme ça, qui te montre dans Unreal Engine, par exemple. Mais enfin, des meilleurs outils, ça fait des meilleurs jeux et des meilleures entraides. Exactement. Ben c'est ça, puis tu sais, je veux dire, c'est fou quand même, là, ça me fait penser, mais l'industrie du cinéma va tellement être influencée par ça. À un moment donné, ça va être rendu un moment que les outils utilisés vont être aussi réalistes qu'une caméra en plein jour. Et donc, tu compares de tout préparer une scène avec des artistes, des directeurs de production et tout ça, des acteurs, puis là, ben, tu remplaces ça par un programme qui fait ça aussi réalistement. Donc, tu fais de la part des choses, puis au point de vue de l'auditeur, du visionneur, c'est pareil. Moi, je dis, pourquoi pas, tu sais, je veux dire, c'est des opportunités qu'on crée, là. Why not? Puis environnementalement parlant aussi, là, tu sais, je pense que c'est intéressant. L'efficacité et tout ça, donc c'est intéressant. Puis, je voulais savoir aussi une petite question là-dessus. Pensez-vous que le VR va s'améliorer dans les prochaines années? Bien évidemment, oui, là, mais à un point que la majorité des gens vont avoir un casque VR puis avoir des expériences de jeu vraiment éblouissantes à l'intérieur du casque. Parce que là, en ce moment, c'est assez limité, tu sais. Mais au niveau du mouvement, tu sais, est-ce que vous voyez un peu une tendance vers le VR de plus en plus? Euh, Personnellement, moi, je pense que oui. Mais c'est encore une question qui a beaucoup de nuances et qui est compliquée. Euh, j'ai, j'ai, j'ai un casque VR moi-même et j'ai joué à des jeux où de là, je peux voir l'avenir, à quoi ça va ressembler et je me dis que OK. un jour, les gens ils vont comprendre ou ils vont faire des jeux qui sont parfaits ou des histoires de métavers, d'endroits sociaux dans le VR qui pourront être intéressants et que les gens vont faire. La, la chose auquel je suis pas sûr, c'est le chemin qu'on va prendre pour y arriver. OK. Euh, Par exemple, on sait très bien que Meta ou Facebook commencent à vendre les Quest et c'est le casque VR le moins cher, donc ça veut dire qu'il y aura plus de monde dessus. Mais en même temps, on sait aussi que ils achètent beaucoup de studios et ce sont des exclusifs. Donc, est-ce que ça voudra dire que Mhm. pour utiliser le VR, il va falloir utiliser le VR de Meta? C'est, je sais pas si j'aime cette notion, mais c'est peut-être ça qui va nous amener à ça. Je suis pas sûr. Je suis convaincu que un jour ou l'autre, VR va, va exploser, mais je sais pas ce sera quand et je sais pas comment on va y arriver encore, personnellement. OK. J'ai l'impression, dans le fond, que tu me dis, dans le fond, que Facebook Meta ait un certain monopole du VR avec tout son multivers de Meta. Mais ce serait peut-être mieux d'avoir plusieurs petits metaverses d'entreprises séparées plutôt que juste one entity que plusieurs. C'est ça. Ouais. Mhm. Plus de compétition est toujours meilleur pour le consommateur, n'est-ce pas? Mais c'est clair, c'est clair. Améliorer les produits, si on a juste un produit, un choix, on peut pas vraiment se comparer. Donc, non, c'est clair, il faut faire attention à ça. Puis je pense que c'est intéressant le monde du métavers, la crypto, les NFTs, tout est en jeu, le blockchain et tout ça en lien avec ça. Mais d'ouvrir son entreprise. Tu sais, j'avais vu une vidéo que quelqu'un qui avait commandé, qui était rentré dans un Domino's en 3 dimensions, dans un VR, puis il avait commandé sa pizza dans un magasin, puis il y avait un employé qui avait commandé sa pizza, puis il l'avait reçu chez vous, c'est chez nous, tu sais, une vraie pizza. Fait que c'est quand même très drôle. Puis je sais pas si vous écoutez la télésérie Black Mirror. Ouais, ouais, ouais. Bon, ben, il y a un épisode avec justement ça, juste que eux, c'est pas le casque, c'est littéralement deux lentilles. Puis
tu t'es imprégné dans ce monde-là, puis c'est comme une switch là, que tu t'endors, puis c'est incroyable. Là, tu vas avoir les mêmes sensations aussi de sentir les gens en les touchant et tout ça. C'est incroyable. Si à un moment donné, on développe une stratégie comme ça, je pense qu'on va vouloir préférer vivre dans un monde virtuel qui est parfait, parce qu'on le crée à notre touche, que de passer quelques heures de la journée pour manger et dormir chez nous, en réalité. C'est fou de penser ça. C'est ça. Bon, après, je suis plutôt dans la modération de tout ça parce que ça me fait aussi un peu peur de passer trop de temps dans tout ça. Je dirais juste au niveau des jeux, des espaces sociaux, ça serait intéressant, mais autrement, bon, je ne sais pas si ça va remplacer la vraie vie et peut-être c'est mon côté un peu boomer qui me dit que, je ne sais pas, le VR, c'est pas bien pour la santé. Je pense que ça va être très intéressant là, en venir jusqu'à l'âge. J'espère pas, mais après, c'est peut-être moi qui est un peu... Ah ben oui, mais en même temps, je pense qu'on parle un peu comme nos parents parlaient des réseaux sociaux puis des cellulaires. Maintenant, aujourd'hui, on est rendu, je pense que c'est rendu la norme d'être plus de 8 heures sur notre cellulaire ou de l'utiliser, peu importe comment on le fait. C'est rendu la norme, puis il y a quelques années, c'était genre impensable, puis il fallait que tu... Mais aujourd'hui, ça fait partie, c'est rendu la vraie vie, c'est rendu nos téléphones cellulaires, puis notre vie arrière fait partie d'un centre de notre... Mais c'est intéressant de voir où ça va se développer. En tout cas, moi aussi, ça me fait un peu peur, mais si tu vois toujours ça d'un point de vue entrepreneuriat, business, opportunité, là, c'est intelligent. On peut faire un lien avec scroller sur TikTok ou analyser des trends sur TikTok. C'est de savoir comment tu utilises cette application-là. Tout à fait. C'est vrai. Excellent. Moi, j'avais une question pour votre industrie. Comment vous faites pour... OK, déjà, premièrement, le financement. Comment vous faites pour aller chercher vos clients qui seraient intéressés par créer un jeu vidéo avec vous? Oui, ben en fait, je peux peut-être un peu nous vers quoi qu'on s'est dirigé pour du financement. En fait, nous, on s'est dirigé vers un programme des fonds des médias du Canada, le FMC-CMF en anglais. Eux, ils ont un programme pour financer. Tu vois souvent aussi leur logo pour tout ce qui est télévision, des téléséries, ces choses-là, mais ils ont aussi tout ce qui est médias interactifs. Puis nous, dans le fond, on est allé, après 3 essais, on a finalement eu des fonds de ce programme-là pour nous permettre, en fait, d'aller temps plein pour 3 des cofondateurs pour se concentrer à ça temps plein pendant 1 an. Puis le but de tout ça, dans le fond, c'est de créer ce qu'on appelle un vertical slice dans l'industrie. C'est vraiment un prototype hyper développé, comme à un niveau de qualité qui est similaire à ce qu'on aurait, dans le fond, dans un produit final, mais juste pour une petite, peut-être jusqu'à 10-15 minutes de jeu. Dans le fond, c'est pour aller explorer un peu les systèmes qu'on doit créer, toutes ces choses-là, puis aussi, après ça, aller chercher des fonds pour vraiment un côté plus production, là, ce qu'on décrivait tantôt, qui pouvait prendre de 2, 3, 4, 5 années. Ben, une fois qu'on a ce prototype-là, qu'on valide nos idées, qu'on valide, dans le fond, notre équipe aussi, veut pas. Ensuite, on peut aller chercher des fonds. On voit aussi, après ça, des éditeurs qui peuvent subventionner des studios comme nous, ou le FMC, entre autres, et d'autres entités gouvernementales ont aussi des programmes pour aider, dans le fond, les compagnies à développer un jeu. Parce que, veut pas, nous, tant qu'on n'a pas un produit à vendre, on n'a pas de rentrée d'argent. Alors, c'est comme ce qu'on appelle, ça peut front-loaded, ou ce qu'on doit avoir l'argent pour nous, dans le fond, c'est payer la main-d'œuvre. Il faut payer nos gens. Puis, nous, de nos missions, on veut pas, c'est aussi de bien payer nos employés qui se sentent quand même respectés là, dans ça. On est quand même une start-up, mais on comprend aussi. Pas les exploiter, c'est ça. Exactement. Donc, fait qu'on joue un peu un balance de ces deux choses-là pour moi, nous permettre d'avancer. Puis de créer encore plus de biens autour de nous, on l'espère. Excellent. Puis cette recherche de financement-là, est-ce qu'elle est plus difficile dans votre industrie ou c'est vraiment, il y a beaucoup de fonds et d'organismes disponibles? Il y a quand même plusieurs opportunités. Je pense que il y a quand même des gens qui ont atteint certains objectifs qu'on peut aller discuter avec eux, un peu avoir leurs opinions. Mais en général, je veux dire, comparé à d'autres industries, c'est dur à dire. Je veux dire, moi, j'ai un peu du background du film, de la musique.
Ça fait tout un peu partie d'une enveloppe de culture, beaucoup, quand on parle plus de projets gouvernementaux, ces choses-là. Donc, je pense que nous, à ce point-là, on diverge un peu, côté plus technologique, côté plus innovation aussi. Donc, on est un peu sur la bordure des deux. Donc, des fois, on peut aller chercher des fonds d'un bord ou de l'autre. Mais c'est juste une question de bien se positionner pour pouvoir argumenter, dans le fond, ces avancées-là qu'on peut faire. Je veux dire, en général, c'est difficile. Je pense que n'importe quelle compagnie, start-up pourrait témoigner que, je veux dire, il y a une certaine difficulté, il y a beaucoup de challenges à surmonter. Mais en général, je pense qu'il y a des opportunités là qui sont possibles d'aller toucher. Ouais. OK, excellent, excellent. Est-ce que l'avenue des jeux mobiles vous intéresserait tout simplement ou vous aimeriez rester dans les jeux PC? On n'a pas forcément parlé au niveau des... Enfin, dans la compagnie, on n'a pas forcément parlé du futur et si on voudrait aller dans les jeux mobiles. Encore une fois, personnellement, de ce que j'en pense du marché des jeux mobiles, c'est qu'il est beaucoup plus dur à percer que les jeux de console ou les jeux de PC. Même s'il y a mais vraiment beaucoup de jeux qui sortent pour console et pour PC, il y en a infiniment plus qui sortent tous les jours pour mobile. Et le marché mobile, c'est tellement dur à percer parce qu'il y a tellement d'applications qu'après ton marketing doit... En général, ça veut dire qu'il faut que tu payes pour ton marketing. Ce sera très dur de faire du marketing organique, ce qui est encore assez possible avec les jeux PC et consoles. Et une fois que ton application est sur le App Store, tu es juste une petite case à côté des millions d'autres. Et pour réussir à venir dans les endroits recommandés, en général, c'est du marketing qui est payé très cher, qui n'est pas garanti. Et après, il y a encore moins de régulation au niveau du fait que peut-être ton jeu est incroyable, peut-être c'est le meilleur jeu. Mais s'il y a quelqu'un qui arrive à venir et faire un clone de ce jeu, ils ont plus d'argent en marketing, c'est possible que ton jeu se fasse effacer et que quelqu'un d'autre arrive à prendre ta place. Donc le marché mobile est très, 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 très compliqué. Et en fait, la compétition, c'est pas seulement les autres jeux, c'est toutes les autres applications, et toutes les autres grosses compagnies qui font ces applications. Donc, c'est compliqué. C'est intéressant comme marché au niveau des gens qui y jouent, mais de faire un succès commercial là-dessus, c'est très, très, très compliqué. Est-ce que tu veux dire aussi que c'est saturé ou qu'il y a beaucoup d'applications mobiles gratuites qui sortent? Autant des applications, des outils que des jeux, là? Oui, et c'est tout un monstre différent. Par exemple, récemment, il me semble, Apple qui a créé une nouvelle règle qui dit que si ton jeu n'est plus updaté tous les quelques mois, ou je ne sais plus c'était quoi la période de temps, que ton application déjà descend dans les classements et qu'après, c'est même possible qu'il l'enlève. Ce qui rend la tâche impossible parce que si tu fais un jeu, il est fini, tu veux juste le vendre et passer à autre chose, tu peux pas parce que maintenant, il faut que tu continues à faire des updates dessus. Et d'un côté, je le comprends parce que c'est Apple qui essaie de dire qu'ils veulent que tout soit toujours updaté. Mais de l'autre côté, ça rend la tâche tellement compliquée pour des studios indés comme nous, en fait. Non, mais c'est clair, ça rend votre job. Puis, j'avais une question aussi. C'est quoi votre opinion sur les achats in-game? Là, on en voit de plus en plus des skins qu'on peut acheter littéralement pour des fusils, pour des skins de personnages qu'on voit dans les jeux vidéo, autant mobile que des jeux PC. Donc, c'est quoi votre opinion sur cette stratégie-là de monétiser encore plus le jeu? Je pense, comme tout, c'est avec modération. Il faut juste trouver un peu la bonne stratégie. Je pense que nous, à Caldera, on a un peu une vision d'être un peu plus responsable au niveau de pay-to-play, là, un peu. Là. Je veux dire, ça fait quand même plusieurs années que les gens un peu, ils ont un peu cette ou pay-to-win, plutôt, en fait, l'expression. L'expansion des DLC aussi, c'est d'acheter 3, 4, 5 DLC de plus, mais... Oui. Donc, je pense que c'est un peu de trouver ce juste milieu. Je veux dire, dans les jeux mobiles, évidemment, le modèle de
de monétisation est très axé sur comme l'achat dans le jeu. Je pense que ça peut être intéressant. Je pense que c'est tout avec modération, faire attention pour ne pas non plus exploiter certains modèles qui deviennent quasiment un peu comme du gambling, là, qui viennent, je pense Ah que, ouais. ouais, donc, ouais, je pense que j'ai une opinion un peu réservée à ce niveau-là. Je pense pas que c'est impossible. Je pense que tu peux le faire de manière éthique. On le voit un peu avec le côté avoir plus je veux dire, des skins ou des choses un peu plus qui n'affectent pas vraiment ton Ton comment expérience de tu jeu. joues, ton expérience de jeu. En fait, c'est plus un côté de fierté. Ça, je trouve ça quand même intéressant. Oui. Mais... Le pay to win, ben, ça, c'est un peu un autre monde qui est un peu plus nuancé, en tout cas. Ouais. Ben moi, mon avis personnel, je préfère pas. Ça dépend vraiment, c'est vraiment nuancé. Puis c'est plus ce que je trouve plutôt plate, c'est, disons, être capable d'accéder à la prochaine zone si tu payes un certain montant. Être plus, mais comparément à un joueur qui voudrait le faire, ça va lui prendre un nombre d'heures beaucoup plus compliqué que juste de payer un 10$ par-dessus tout de suite. Exactement. Ouais. Donc là, c'est un peu Ouais. que je danse un peu sur la ligne là, de comme, ouais, il y a des manières de faire, mais il y a des manières de ne pas faire. Puis je pense que de plus en plus qu'on en voit, je pense qu'il y a de plus en plus de compagnies qui trouvent des manières de le faire de la bonne façon. Ouais. Non, c'est exactement ça. Puis une question aussi, disons, le change un petit peu, là, mais disons, a day in the life, Isaël, ça ressemble à quoi dans une semaine de travail normale en ce moment pour votre projet? Oui, en fait, c'est assez fou. Ok. Parce que, je veux dire, avec l'entrepreneuriat vient un peu plein de chapeaux. Ouais. Donc, moi, je disais, mon background, c'est beaucoup dans le monde de l'audio. OK. Mais je suis aussi ce qu'on appelle un game producer. Donc, Ouais. je suis un peu plus aussi sur le côté comme organisationnel. Mais on est Mm. tous un peu impliqués là-dedans. Je veux dire, on porte tous plein de chapeaux, mais fait qu'en général, je veux dire, il y a toute la gestion des rencontres, les prises de notes, tout ce qui est corporatif, rencontrer les avocats, incorporation, toutes ces choses-là, s'assurer Ouais. que les finances, tu sais, sur QuickBooks, s'assurer que le payroll, il roule. Je veux dire, on est plusieurs à faire tout ça. Je veux dire, moi, dans ma journée, je ne touche pas nécessairement tout à ça, mais c'est des Non, choses qu'on c'est doit ça. garder en tête. Ensuite, tu sais, des discussions, beaucoup de design aussi, tu sais, vers quoi qu'on s'en va. À chaque fois Ouais. qu'on fait une semaine de travail, on ajoute des features, ben là, OK, notre vision du jeu change un peu, il faut retourner un peu en design, discuter de ces choses-là en équipe, puis un peu planifier vers quoi on s'en va. Donc, c'est vraiment en constante évolution comme ça, puis on itère comme ça à chaque semaine dans ce qu'on appelle des sprints. Donc, moi, je fais beaucoup de cette gestion-là, s'assurer que le processus est respecté, puis qu'on s'en va vers la bonne direction. Mm. Il y a aussi toutes mes tâches aussi au niveau de l'audio, donc tout ce qui est aller enregistrer des sons à l'extérieur pour faire comme avoir des sons un peu plus uniques, tout ce qui est aussi penser au système audio, discuter évidemment avec Michael pour intégrer ça dans le jeu d'une manière ou d'une autre. Puis, donc, je veux dire, c'est vraiment très large comme parapluie. Puis je pense que, veux pas, c'est aussi, pour répondre à ta question, une des premières questions que tu as posées, c'est aussi une des raisons pourquoi ça m'a poussé à aller vers l'entrepreneuriat dans le monde des jeux vidéo, parce qu'on touche vraiment plein de choses comme ça qui sont vraiment que tu travaillerais dans un studio AAA, ben, ça se peut que tu sois, mettons, moi en tant que sound designer, ça se peut que je design juste du UI, le user interface, tes sons, par exemple, si tu cliques sur un icône, ça fait boulou. Tu peux passer comme quand même beaucoup de temps à designer juste ça, qui est bien, on a besoin, comme j'aime ça aussi, là, je suis quand même un nerd de l'audio, mais en général, j'aime aussi l'idée de pouvoir avoir des idées, des opinions qui sont intégrées au niveau du design, mais au niveau aussi de la comparaison. Puis, ouais, donc voici ma longue réponse. C'est parfait, je l'ai bien aimé, puis c'est cool, puis j'aime ça se poser cette question-là parce que c'est tellement différent pour chaque entrepreneur. T'sais, disons, toi, tu te lèves à quelle heure le matin, puis tu vas te coucher à quelle heure? Ça ressemble à quoi? Ben moi, je me lève pas super tôt, là, donc entre 8 et 9. On a nos premiers meetings souvent à 10 heures, puis je me couche pas avant minuit, 1 heure du matin. Puis ma journée, je veux dire, j'ai pas une très bonne routine. Fait qu'en général, je préfère m'en tenir là, mais en général, c'est pas constant. Ce qui est peut-être pas la chose la plus
saine, mais en général, je veux dire, comme même tout ce qui est design, ces choses-là, je veux dire, on est tout le temps en constant développement, comme des idées, tout ça. Fait que, des fois, j'étais au gym ou peu importe, je suis quand même en train de penser au design. Puis c'est comme, puis là, c'est comme, là, t'as des flashs, puis c'est comme, vite, là, je vais sur Discord, puis c'est comme, puis en tout cas, fait, je veux dire, pas, il y a aussi ce côté-là des fois, on oublie que je suis pas nécessairement 12 heures par jour devant mon ordi en train de faire du travail, mais quand c'est un projet pour lequel qui tient à cœur, pour lequel tu as du ownership, ben, c'est pratiquement là, 24 heures sur 24, là, dans le sens que je veux dire, ça te passionne puis ça te possède quasiment. Ouais. Je pense que je partage cette même flamme-là pour l'entrepreneuriat, puis tous les entrepreneurs aussi qui ont vraiment une opinion sur, je veux pas juste faire du cash rapidement, moi c'est un projet derrière moi, puis je veux le faire croître, c'est comme mon propre bébé, donc c'est vraiment ça, puis j'ai eu là aussi quand tu disais au gym, moi aussi, je pense que c'est là que mes meilleures idées sortent pendant mon entraînement, après mon entraînement, puis je l'écris dans mon cellulaire de notes, là on pourrait faire ça, tac, 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 puis je l'implante, tu sais. Mais c'est vrai. Puis ça fait tellement du bien aussi. Là. Je sais pas comment pendant la pandémie, si les gyms étaient fermés et tout ça de votre côté, mais nous, ça a été fermé, ouvert. C'était vraiment. Puis, veux pas, le gym, pour plusieurs personnes, puis je me considère aussi, c'est nécessaire pour sortir un peu de notre mentalité d'entrepreneur aussi, juste de sortir les toxines, mais de se sentir bien physiquement, psychologiquement. Ouais, faut pas sous-estimer le pouvoir de ça. Là. Je pense que oui, absolument. Moi aussi, beaucoup de mes idées viennent de là. Puis, mais ben, c'est assez récent. Là. Je ne veux pas dire que je ne suis pas comme un grand athlète, là, mais en général, je veux dire, ça fait du bien d'aller suer un peu. Puis, veut pas, ça remet les pendules à l'heure. Puis, non. Yeah. Non, c'est très cool. Puis toi, on va rendu à Michael. Toi, ça ressemble à quoi? À The End of Life? Donc moi déjà je me lève entre 9 et 10 heures, plutôt vers 10 heures pour le meeting à 10 heures. Mais ouais, c'est comme Isaël dit, ça change un peu tous les jours. J'essaie de... Ça arrive qu'on ait des meetings de production ou de design. Parfois ça arrive que je parle avec n'importe qui dans l'équipe pour parler des besoins au niveau technique. Et à quoi ça peut ressembler dans le futur, les choses auxquelles on doit penser. Puis autrement, j'essaie de passer du temps sur la programmation. Et c'est à peu près ça ma journée, en fait. Et comme Isaël, je vais plutôt me coucher vers minuit, 1 heure. Encore une fois, comme lui, c'est plutôt, ça montre plutôt que j'ai pas un très bon train et une bonne routine. Mais j'essaie de travailler là-dessus. Mais, ouais. Ah ouais. Ouais, OK. Ouais. Puis je vais ajouter que Michael est quand même très humble. Là. Je veux dire, c'est lui qui reçoit toutes nos paniques de comme il y a quelque chose qui ne marche pas, puis là, il doit tout gérer ça. Puis là, arrêter de travailler sur ses tâches qu'il doit faire le sprint pour pouvoir nous débloquer. Donc, je veux dire, ça passe un peu tout par Michael d'une manière ou d'une autre, là, parce que c'est un peu notre Manitou de tout ce qui est tech. Là, fait que, régler tous les problèmes. Oui, il règle, et puis il débloque tout le monde. Donc, je pense que... L'idée, quelque part, c'est qu'en tant que programmeur, en fait, j'essaie de créer des outils pour que Isaël peut juste aller faire ce qu'il a besoin de faire, le mettre dans le jeu là où il veut que ce soit, et que ça marche. En fait. Et une fois que je crée ces outils, ça veut dire que ça les débloque, ça les accélère, que ce soit au niveau du son ou au niveau de l'art, du level design, etc. Donc, c'est juste mettre ses efforts dans les tâches qui vont accélérer toute l'équipe et qui rend tout le monde un peu indépendant. Donc, c'est surtout ça, en fait, de mon côté. Surtout au début du projet où c'est important d'avoir des outils pour accélérer les itérations, pour pouvoir tester des choses, etc. Quel genre d'outils que tu parles, par exemple, pour améliorer l'efficacité? C'est plutôt comme juste créer des scripts et des choses dans le jeu qui font que ce soit aussi facile que du drag and drop pour eux. Ah oui, tant que ça, littéralement. Voilà. Okay. C'est juste rendre leurs tâches plus faciles pour qu'ils peuvent se concentrer vraiment sur les choses dont ils ont besoin de se concentrer, sur lesquelles ils ont besoin de se concentrer. Ouais. Par exemple, Isaël avec le son. Je veux pas qu'il ait besoin d'apprendre forcément à
à utiliser Unity, qui est le logiciel en fait qu'on utilise pour faire le jeu. Je ne veux pas forcément qu'il ait besoin à apprendre tous les détails là-dedans, même s'il va devoir en apprendre un petit peu, pour pouvoir faire ce qu'il veut faire. Parce que il n'a pas forcément un background technique, et peut-être il le veut, peut-être il ne le veut pas, mais en tout cas, je veux juste que il y a le moins de friction possible pour que lui fasse son travail. Et que, voilà. Oui. Enfin, moi, je peux créer mes systèmes, créer mes sons, puis après ça, c'est très facile pour moi d'aller les ajouter au bon endroit dans le jeu sans nécessairement avoir à aller faire du code. Parce que je ne suis pas programmeur. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Excellent. Puis les personnes qui travaillent avec vous, est-ce que vous les payez? C'est quoi la méthode de façon que vous les payez? Est-ce que vous payez de l'heure? Est-ce que c'est un salaire? Tu sais, je pose cette question-là parce que là, je viens récemment, ça fait 1 mois que je travaille avec un employé pour mon entreprise pour qu'est-ce qui est montage vidéo, création de contenu. Et plutôt que de le payer de l'heure, j'ai dit, garde-toi en tête que tu vas faire environ 20 heures par semaine et que je vais te payer selon les tâches que tu fais. Donc, tu vas pas avoir un horaire. Donc, si tu veux travailler à minuit le soir, à 3 heures du matin, tant que tu respectes la tâche au deadline, il n'y a pas de problème. Travaille quand tu veux. Tu sais, ça ressemblait comme ça, tu sais. Puis jusqu'à maintenant, il n'a pas dépassé ce 20 heures-là qu'on s'est mis en tête. Puis même s'il avait déplacé, ça n'aurait pas été un problème. Mais puis le fait de se donner une certaine liberté d'horaire, je crois que ça développe sa créativité, son indépendance. Puis ça me donne le goût d'aller chercher un autre employé puis de le payer de cette façon-là, tu sais. Oui, ben, je pense je vois absolument cette valeur-là, puis c'est un peu ça qu'on a implémenté aussi à Caldera, où au fond, nous, on est payé, on est salarié, puis c'est pas nécessairement à l'heure, mais c'est vraiment plus à nos tâches, les choses qui doivent être faites. Puis, je veux dire, là, on veut pas aussi, on travaille en constante collaboration, donc on a quand même mis des systèmes en place où on a des heures où on travaille en même temps sur le projet. Donc, c'est facile ensuite d'aller communiquer parce qu'on veut quand même avoir ce côté aussi de coopération en tout temps. Parce que veut pas, je veux dire, faire un jeu, là, c'est vraiment pas, c'est pas des silos, là. C'est vraiment, on est tout en train de discuter puis de développer les idées ensemble. Puis on est tous remote, dans le fond, on travaille tous de la maison. Oui. On n'a pas de studio, on n'a pas d'endroit où on travaille ensemble. Tu veux pas, nous, avec la pandémie, on a fait tout ça remote, puis maintenant, on a des gens qui sont pas nécessairement tous en Alberta, ou à Edmonton. Fait que dans ce sens-là, on voulait quand même créer cet environnement où on est ensemble, mais on n'est pas physiquement ensemble. Puis, je veux dire, on respecte aussi le fait que on fait 40 heures semaine, mais je veux dire, on veut pas aussi, on veut pas nécessairement que ça devienne une habitude de faire plus que ça, parce qu'on veut vraiment avoir ce ballon-là. On veut que quand même ça soit un développement sain. Mais on comprend aussi que je ne veux pas faire les jeux vidéo, puis aussi un start-up, ces choses-là. Les réalités, des fois, nous poussent à faire plus d'heures, des fois même moins, tout dépendant de où on est dans le développement. Oui, donc, on respecte ça. On respecte aussi, on est inclusif aussi de la réalité des gens. Il y a des gens qui travaillent mieux le soir, mieux le matin. Donc, je pense qu'on veut créer ce sentiment que tout le monde se sent inclus et respecté dans la manière qu'il souhaite travailler, en autant que le travail se fait, puis qu'ils sont là pour partager, puis être créatifs. Puis, donc, voilà. Exactement. Donc, je partage exactement ce que tu dis. Puis, je pense que si les employeurs mettaient beaucoup plus de liberté, puis ça va valoriser davantage leurs employés, puis tu vas limiter en fait, tu vas augmenter ta rétention d'employés. C'est clairement, là. C'est pourquoi tu penses que oui, OK, il y a peut-être une question de salaire, je suis d'accord, mais il faut que ça soit un petit peu plus profond que ça. C'est quoi la qualité de vie dans ton domaine de travail? Est-ce que ton équipe, ou si tu t'entends bien avec ton équipe, c'est plein de questionnements comme ça, puis comment tu peux améliorer la vie dans l'environnement de travail? Non, je suis d'accord, je pense de plus en plus, on voit avec, je ne sais pas si c'est une affaire de génération, mais on voit de plus en plus ce besoin d'avoir une mission qui est plus qu'une paye. Exact. Puis je veux pas, je pense qu'on a tout un peu cette passion-là là, à Caldera. Puis je pense qu'en général, on va probablement attirer aussi des gens qui ont un peu aussi cette manière de penser-là, qui est absolument valide, puis qui est vraiment excitante, là, qui est vraiment super excitant. Donc, ouais. Exactement. Je pense qu'une autre question liée avec ça, tu sais, ça serait, disons que tu cherches quelqu'un dans ton équipe, ben, ça serait de te faire tomber en amour la personne qui te regarde comme entrepreneur. Je te donne un exemple, j'utilise beaucoup TikTok pour promouvoir mon entreprise de podcast.
Et je fais souvent des capsules, puis il y a quelqu'un qui m'a commenté une vidéo. Un moment donné, il m'a dit Anthony, j'aimerais ça de collaborer à toi. Est-ce qu'il y a une possibilité qu'on travaille ensemble? As-tu des disponibilités qu'on jase? Puis il était prêt à travailler pour moi pour tout ce qui est caméra et vidéo. Mais juste initialement parce que je faisais du contenu, pas mettant de l'avant tout de suite mes services, mais vraiment parlant de mon entreprise, de mon parcours, puis des entrevues que j'ai faites. Mais c'est fou comment ça peut être un peu reverse psychology pour inviter les gens à venir travailler avec toi. Parce ils aiment ta personne en tant que telle. Oui, non. Je suis d'accord, puis je prône vraiment le côté aussi, puis c'est peut-être juste une tangente pas super dans le sujet, là, mais comme tu sais, les réseaux sociaux pour donner aux gens et non d'aller chercher, tu sais, c'est ça, d'offrir de toi-même, de tes astuces, puis je pense que c'est un peu comme ça que je vois un peu aussi notre approche, là, pas qu'on a tant une présence médias sociaux pour l'instant, mais d'essayer de créer ce côté-là, de parler de nous et non de juste comme, ben, donnez-vous votre argent pour un produit. Donc, c'est moins comme de la vente au ce niveau-là que juste de créer une communauté. Ben oui, c'est ça. Puis je pense que c'est cette façon-là. Je pense que les gens sont tannés de se faire vendre. On a vu déjà à la télévision des publicités tellement classiques là, de WestJet ou de lavage. C'est comme il y a où son placard, puis il y a tous les plats Tupperware qui tombent, là, puis il y a un gros X. Des affaires de même. Là. Le monde sont écœurés. Fait que de créer du contenu de ta passion qui va faire tomber le monde, les gens avec toi, puis vraiment d'être authentique avec toi-même, c'est juste. C'est incroyable. Puis juste, notamment de trouver des gens qui veulent travailler avec toi, mais aussi des opportunités d'affaires que des gens veulent collaborer avec toi parce qu'ils ont vu du contenu. Fait que c'est de se présenter, je pense, de plus en plus de gens, suite à la pandémie, ont perdu ils ont perdu cette connexion humaine-là, de se voir physiquement, mais aussi par Zoom, de créer des événements à distance qui vont réussir à nous connecter, ça a été le plus difficile. Donc, je pense que là, on est dans cette phase-là que le monde veut se rejoindre, puis se reconnecter. Puis, c'est pas pour rien que les voyages aussi explosent. C'est parce qu'ils veulent passer du bon moment ensemble dans un environnement chaud, tropical. Donc, ouais, là, je pense que tout est connecté. Puis, je pense que là, on s'en vient dans les prochains mois assez intéressants pour toute industrie. Là. Mm-hmm. Oui. Puis je veux dire, nous, on parle de jeux coopératifs, collaboration, empathie, tout ça. Puis je pense qu'aussi on croit en cette mission-là d'apporter les gens ensemble, là, de les réunir, puis de les faire jouer, puis avoir un bon moment. Donc, ouais, c'est super important. Puis je pense que ouais, on l'a vu dans les 2 dernières années, comment que c'est important pour nous. Puis, ouais, c'est fou. On croise les doigts. Là, c'est ça. Ben non, c'est exactement. Puis les jeux de coopération, ça a aussi explosé pendant la pandémie. Genre, on regarde Among Us, Five Guys. En tout cas, ça a passé rapidement, mais c'est tous des jeux de coopération que ça a pété pendant quelques mois, puis après ça a redescendu. Mais juste pour dire que le monde aime ça, ces jeux. Puis c'est pas normalement des jeux avec des graphiques exceptionnels. C'est juste plaisant de jouer. Je regarde, moi, je fais beaucoup de gaming avec mes amis, puis coopération, on a joué à The Forest. Récemment, on est en train de finir Borderlands 2. Puis Borderlands 2, je veux dire, le type de graphisme qu'ils utilisent, ça se tient quand même très bien dans le temps. C'est cartoonesque, mais tu te regardes ça, puis t'es comme plusieurs années, mais c'est quand même très beau et jouable. Là. Il n'y aurait pas de problème tant que ça. Tu sais. Non. Oui, puis ça, c'est vraiment une question de direction artistique là, qui est quand même très intéressante, puis qui vieillit bien. Différents styles qui s'adaptent bien avec le temps, tu sais. C'est très cool. Là. Quel genre de jeu que vous jouez dans votre temps libre en ce moment? Pour moi, en ce moment, c'est un jeu qui s'appelle Infernax, qui est un peu un jeu, qui est un peu un jeu comme. Ta caméra, je pense qu'elle a coupé. Ah ouais, pardon. Ouais, donc Infernax, qui est un peu un jeu qui est comme les vieux Castlevania. Oui, ok, Castlevania, ouais. Donc c'est pas mal de ça que je suis en train de jouer là en ce moment. Un platformer, c'est-tu en 2D aussi? Ouais, en 2D. Nice. Et qui a été fait au Québec d'ailleurs. Ah, ok. Ouais. Vous allez voir ça. Et sinon, autrement, avant ça, j'étais sur Elden Ring, un peu comme tout le monde. Ouais, je joue à beaucoup de choses et en ce moment, c'est ça. Ouais. Nice, c'est cool, je vais aller voir ça. Tu peux-tu l'écrire dans le chat juste pour... T'as-tu accès au chat? Parce que je vais peut-être me le noter. Comme ça, ça va être cool. Ça, c'est PC ou mobile? C'est PC. Steam? Sur Steam, ouais. Je sais pas s'ils sont sur Steam. Mais enfin, voilà le jeu. Je vais aller voir ça. Thanks. Très gentil. Et toi, Isel, quel jeu que tu es fou en ce moment?
Ouais, ben en fait, moi, j'ai vraiment un autre monde complètement, mais comme plusieurs, je suis en train d'écouter la nouvelle série Obi-Wan Kenobi. Je Of sais pas si je course, suis le of seul. course. Quand même. Je suis quand même un très grand fan de Star Wars, Ouais? venant du son aussi, donc je veux pas. Puis j'avais pas encore joué à Jedi Fallen Order. So là, finalement, Mhm. je l'ai eu en spécial. Là. Ça faisait longtemps que j'étais comme je veux quitter Sound. Puis fait que là, je suis en train de jouer. Fait que je suis quand même dans les tout débuts de ça. Là, donc, mais ouais, je suis un peu dans une bulle Star Wars right now. Fait que là, Oh my God. ça fait Moi ça. Sinon, aussi. avant ça, j'ai joué à Hades quand même beaucoup, qui était quand même un succès là, de la Ouais, ok, oui. pandémie aussi. Là. Oui, c'est vrai. Puis, ouais, sinon, j'ai joué aussi au remaster de Diablo 2, là, bien évidemment, qui est sorti il y a quelques mois. Ouais, ouais, non, en Nice. général, puis je veux pas aussi, on joue à des jeux d'horreur là, de plus en plus ensemble, là, comme entre autres, là, récemment, j'ai rejoué Slenderman. Ah ouais, Juste ok. pour, tu sais, un peu comme un case study, tu sais, pour voir un Hey, peu dans ce les mindset, ouais. systèmes qui sont mis en place, c'est quoi les stratégies d'horreur, comment qu'on peut, tu sais, essayer de trouver des Mais oui, manières de faire, là, puis d'implémenter dans notre propre jeu. Là. Donc, il y a un peu de ça aussi là, qu'on fait de plus en plus. c'est clair. C'est, il y a Five Nights at Freddy's aussi, moi c'était dans mon enfance, c'était au début du secondaire, puis tout le monde jouait avec ça. Ils amenaient leur iPhone, puis on jouait à Slenderman. Puis tu sais, c'est quand même simple comme concept, ramasse 10 pages, puis t'as gagné. Puis je veux dire, les graphiques, c'était correct, tout ça, mais le fait d'horreur, ce sentiment-là, que quelqu'un te pourchasse, tu sais, d'essayer de s'échapper de cette personne-là, c'est incroyable. Puis c'est l'imagination qui développe tellement de scénarios aussi, là. Mais les jeux d'horreur, là, vraiment, il faudrait que j'essaye de plus en plus. J'avais trop peur quand j'étais jeune, là, mais là, c'est quand Ouais, même pas oui. pire. En Ouais, c'est fait, la même chose. ouais, c'est ça. Ben, en fait, il y a beaucoup de jeux que j'ai essayé quand j'étais plus jeune, puis à l'âge Ouais. adulte, je les refais, puis là, je suis un peu plus. C'est un peu plus accessible pour moi, là, disons, mais j'ai entre autres rejoué à Dead Space. Je sais pas si tu connais, mais je Oui. pense que dans Wow. la 360, Nice. j'oublie dans lesquelles années, là, mais dans les années 2000 probablement. Puis j'ai rejoué récemment, puis je l'ai rejoué quelques fois, puis c'est un jeu qui vieillit très bien, je dois l'admettre, là, mais côté audio aussi et horreur, là, si tu ne l'as pas joué, je te recommande fortement. C'est un de mes go-to. Quand les gens me disent c'est quoi tes jeux préférés, là, souvent je vais Dead mentionner Dead Space? Space pour ça. Ouais, c'est quand même. Puis là, il y a un remake aussi là, qui sont en train de refaire, qui Right. m'intéresse quand même beaucoup. Donc, Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Ben là, je suis en train d'upgrader mon ordinateur là, pour avoir quelque chose de beaucoup plus performant parce que je veux vraiment prendre mon temps pour apprécier Jedi Fallen Order, le premier, puis le deuxième qui va sortir prochainement aussi. Red Dead Redemption aussi, je veux prendre mon temps d'adorer cet univers-là. Mais il me faut un ordinateur plus performant. Tu sais, je pense que ma carte graphique elle date de 2014, là, fait que c'est plus actuel. Là. Mais non, le monde des jeux vidéo, c'est tellement bien. Ça fait du bien de se déconnecter un peu aussi de notre réalité, autant dans la vie personnelle que professionnelle. Tu sais, d'entrer dans ce beau monde-là de coopération avec des amis aussi. Tu sais. ouais. C'est aussi intéressant dans notre cadre, quand on rejoue à des jeux d'horreur comme ça, d'y jouer, d'expérimenter des choses, mais aussi de s'arrêter et d'analyser qu'est-ce qui se passait qui fait que vraiment j'avais peur. C'était parce qu'il y avait ce son-là qui est venu à ce moment-là, Ouais. et qu'après il y avait un visuel avec qui est venu à ce moment-là parce que on a réalisé, enfin c'est peut-être une évidence, mais que si par exemple tu joues à un jeu d'horreur mais que tu enlèves le son, en général c'est juste une personne qui marche dans des endroits qui sont pas forcément super beaux. Il n'y a rien qui évoque quoi que ce soit, donc c'est une intéressante analyse, tu sais, d'y retourner, de vraiment réfléchir à quel genre de son, à quel moment, etc. Et donc, Ouais. c'est Oui. aussi assez sympa de le faire de cette manière-là. Le son est tellement nécessaire, que ce soit dans les films que dans les jeux vidéo. C'est ça qui fait partie de l'expérience. Puis de se mettre un casque aussi, tu sais, qui est insonorisé, ça rentre dans l'expérience. Mais tu sais, on regarde, mettons, un film comme Interstellar qui est sorti en 2014 ou en 2015. Sans musique, là, je veux dire, oui, ça aurait été sûrement très bon, mais c'est la musique qui m'a littéralement fait pleurer dans certaines scènes, à plusieurs réécoutes. C'est le seul film que c'est incroyablement, ça vient me chercher. Là. La bande audio est incroyable. Tu sais, ça me fait penser, j'avais une petite dernière question pour toi, Isaël, quand tu disais que t'es un fan de Star Wars. J'adore aussi Star Wars, mais t'as sûrement vu aussi dans le sound design, dans la première trilogie originale. Pour les blasters, le son, c'était il gagnait sur une ligne électrique, dans un pylône électrique. Là, bijou, bijou.
ça venait de là, puis j'étais comme, mais crime, c'est la même affaire. Puis Ouais. je me demandais, quand toi, tu crées des sons pour tes jeux vidéo, ça ressemble à quoi, ce processus-là? C'est-tu... Ben, c'est très... c'est de l'improvisation, hein? Le Ok, monde du ok. bruitage. Puis là, j'ouvre un peu une autre porte là, de mon expérience, mais c'est vraiment Ouais. l'utilisation de peu tout et n'importe quoi pour créer des sons qui sont Hmm. peut-être même pas reliés à l'objet que tu manipules. Donc, tu mentionnes la ligne électrique. En fait, tu peux le recréer. Moi, souvent, quand je veux faire des sons blasters, je vais prendre un Slinky, puis tu peux le recréer à un niveau un peu Ah moins... ouais. C'est un peu moins un son aussi plein, mais ça Mhm. fait exactement le même son. Donc, le Slinky, tu l'étires et tu le frappes avec un objet métallique ou en verre, puis il va avoir le même le même son. Mais en général, c'est un monde très de l'improvisation. En fait, beaucoup de gens Ouais. qui comparent ça un peu à l'improvisation jazz, où comme tu as un peu des paramètres à suivre, Hmm. mais en général, comme tu es un peu libre à toi d'œuvrer là-dedans, puis de créer, puis euh, de, de- d'itérer, en fait, aussi, puis de créer. En fait, pour tout ce qui est le sound design, en fait, c'est toutes des couches de son qu'on ajoute un par-dessus l'autre beaucoup. C'est ça qui crée Ok. une différente texture. Donc, c'est rarement juste un son. Des fois, tu vas avoir un son, par exemple, si on prend l'exemple du blaster, c'est pas juste la ligne électrique. Dans le fond, après ça, il y a plein de manipulations dans des logiciels. Il y a peut-être d'autres ajouts, des effets, toutes Hmm. ces choses-là. Euh, Puis c'est là que ça vient juste comme exponentiel là, au niveau créatif. C'est important de se limiter aussi parce que des fois, on peut se perdre un peu là-dedans, comme toute forme d'art, vraiment. Euh, Hmm. mais en général, oui, c'est ça. Moi, je vais au Value Village, là, qui est un peu le canton familial, là. Ok. Puis, comme ici, puis tu sais, je vais frapper des choses. Là, les gens vont me regarder un peu bizarre, mais tu sais, je vais écouter sur les choses électroniques, si je le shake, ça fait quoi. Euh, je suis là, tu sais, des fois, je vais être dans des espaces, puis je vois qu'il y a un traitement acoustique, je vais taper des mains. Ah, OK, Ouais. ça, c'est intéressant parce que je veux pas, quand je crée un monde 3D dans un jeu vidéo, par exemple, ben, on veut créer une certaine forme de réalisme. Donc, comment aussi est-ce que le son interagit avec l'environnement dans lequel il est? Ça, c'est aussi vraiment très important pour le côté immersion du joueur. Euh, donc, ouais, il y a toutes sortes de petites choses comme ça là, que je dois continuer à toujours constamment à penser à ça. Mais ouais, en général, c'est ça, c'est un peu tout. Puis c'est vraiment de l'expérimentation, des fois qu'on trouve euh, Hmm. des choses tellement excitantes puis originales. Exactement, c'est l'expérimentation puis la créativité que tu as sorti quand tu t'expliquais. Puis c'est vraiment ça, tu sais, j'avais vu aussi une autre vidéo de sound design que, disons qu'on a un personnage que ses os brisent, mais il avait utilisé comme une broche ou une feuille de salade romaine, puis il l'avait craqué tranquillement dans un micro. Puis ça fait un peu l'effet de l'eau, des os qui brisent, tu sais. Genre, what? Voir qu'une grosse feuille de salade comme ça, fraîche. Ouais, absolument. Puis, je veux dire, on donne souvent ces exemples-là, tu sais, quand on fait Ouais, des ateliers, par exemple, peut-être avec des jeunes ou des moins jeunes, ouais. dans le monde du bruitage, souvent, dans le monde du bruitage, on va utiliser des légumes pour créer toutes sortes de sons. Mais Hmm. après ça, c'est intéressant parce que là, tu vas encore plus creux, puis tu dis, ben, tout dépendant de quel membre, peut-être, s'il se casse un bras, C'est ça. si là, tu vas choisir peut-être un céleri versus, ah, ben, si je veux vraiment un Hmm. snap, là, tu vas utiliser une carotte. Right. Fait que tu as vraiment différents types là, de gore, comme on appelle. Tu sais, si je veux quelque chose de plus Hmm. squishy, je peux utiliser comme un agrume. Si je veux quelque chose. En tout Ben, cas, c'est ça. ouais. Donc après ça, il y a vraiment, tu peux aller vraiment creux dans comme les sortes de sons puis de qualité que tu peux avoir. Puis je veux dire, il y a plein d'exemples, puis un peu des choses qui reviennent beaucoup, tu sais, pour créer des sons, Right. des pas dans la neige. On va utiliser beaucoup la fécule de maïs Ah dans un ouais. sac de tissu, puis ça crée vraiment le son. En fait, si tu me donnes 2 secondes, je peux te le faire jouer dans mon micro. Ouais, On vas-y est donc, juste là, ouais, ouais. ça va être cool. C'est marrant. Un atelier de bruitage, en fait, c'est faire une salade. Tu prends des légumes, tu les craques, tu les mets Oh, dans un wow. pot pour plus tard. C'est tout un Exactement, repas. c'est ça. Ah, damn. OK. Ouais. Ben, ça ici, c'est juste la fécule de maïs là, Ouais. que j'ai mis dans une tête d'oreiller. Puis OK. si je la manipule, OK. Ah, wow, mais c'est Ah, incroyable, c'est la même ah ben chose. c'est exactement ça, ouais. c'est ça. Donc, il y a C'est des dans choses comme ça une bonne épaisseur de neige. Ouais, c'est exactement ça. What? ouais. Fait que, il y a beaucoup de choses comme ça que les gens, une fois que
tu rouvres le rideau, là, puis ils sont comme hey, quoi? Comme c'est ça. Je veux dire, si tu es capable d'utiliser de la neige, encore mieux. Je veux dire, ça va être encore plus convaincant, mais ça, c'est beaucoup des choses qu'on voyait dans le théâtre, où que tu devais créer des choses plus live, ces choses-là. Donc, ouais. Puis le bruitage, c'est une chose, mais disons que vous avez un personnage ou un vilain, puis vous cherchez comme un voice-over. Comment vous sélectionnez la bonne personne? Ben, honnêtement, on n'a pas encore atteint ce challenge-là, ce défi-là. Présentement, on n'est pas trop concentré sur faire trop les voice-overs. Je pense que c'est quelque chose plus comme une fois qu'on va venir en production. Moi, j'ai un peu d'expérience à ce niveau-là. J'ai fait beaucoup de techniques pour le podcasting, entre autres. Donc, mais je veux dire, c'est quelque chose auquel j'ai beaucoup à apprendre. Mais c'est quelque chose de super intéressant. Je pense que c'est vraiment important de trouver les bonnes personnes, trouver les bonnes voix. Puis aussi la bonne manipulation. Surtout si on a des personnages un peu plus comme dans le monde de l'horreur, un peu plus du paranormal. Comment on peut utiliser quels effets ici et là pour comme, vraiment créer des voix un peu plus peut-être épeurantes ou peu importe. Ça va m'exciter aussi beaucoup. Ça va être, c'est clair. Ça va être intéressant. Puis avoir un script de quelqu'un qui jase, ça implique aussi, si tu veux traduire le jeu en plusieurs langues, ça prend plusieurs traducteurs. Je ne sais pas si votre jeu que vous êtes en train de développer en ce moment, c'est cet enjeu-là, justement d'avoir peut-être français, anglophone, espagnol, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je pense que on a des buts de. Excuse-moi, c'est juste moi qui parle, là, Michael. Je m'excuse. Excuse-moi, on dit que je m'adresse à toi, mais c'est. Non, évidemment. Puis là, j'ai vu qu'elle est. En tout cas, mais je pense qu'on va dire la même chose. J'allais juste dire qu'entre autres, on voulait du moins avoir le français et l'anglais pour commencer, mais je pense que l'accessibilité et la localisation va être quand même importante pour nous. C'est clair. Ouais. Ok, super. Écoutez, ça fait déjà 1h08 qu'on discute ensemble, quand même, ça passe vite. J'espère que vous avez aimé votre expérience, ça tire à la fin. Je pourrais finir avec une mini dernière question. Qu'est-ce que vous conseillerez à un plus jeune, dans la vingtaine, qui aimerait se démarrer une boîte de jeux vidéo? Donc, ce serait quoi vos recommandations? Pour moi, ce serait... Il y a tellement d'outils maintenant qui sont disponibles pour tout niveau, pour tout background, qui fait que tu n'as pas besoin d'être un rôle spécifique pour pouvoir faire un jeu ou quelque chose d'intéressant. Ce qui fait que dès que tu as quelque chose d'intéressant, peut-être tu peux construire une compagnie autour de ça ou trouver une équipe. Il y a plein de moyens de créer des communautés en ligne, qui fait que si tu as quelque chose que tu veux montrer à des gens, c'est aussi possible. Donc, je dirais, c'est un peu bête de dire ça comme ça, mais il faut juste le faire, il faut juste y aller parce que il y a vraiment tous les outils qui sont là et l'industrie des jeux vidéo n'est pas forcément facile à intégrer. Alors, mais vu que tous les outils sont là, pourquoi pas le faire comme nous, on l'a juste fait, on a créé une compagnie et puis voilà. C'est comme ça qu'on s'est invité dans l'industrie d'une manière ou d'une autre. Il faut juste le faire. Wow. C'est exactement, je pense que tu le dis, les barrières à l'entrée maintenant sont beaucoup plus accessibles. Il n'y en a pas, presque peu. De démarrage, autant quand tu veux faire la création de contenu, démarrage d'entreprise, c'est beaucoup plus facile que c'était il y a quelques années, de se partir un show sur Internet, t'es pas obligé d'aller de contacter une compagnie de télévision ou une radio, tu peux partir ton propre podcast comme un radio visuel en plus, donc il y a plein d'opportunités, puis il faut juste, je pense, du willing de just do it, fais des erreurs, essaye-toi. C'est ça. Et, le plus tôt, le meilleur, mais vraiment, il n'y a pas d'âge pour essayer des choses. OK. Cool. Excellent. Si vous n'avez pas d'autres trucs à ajouter là-dessus, moi, je vais vous laisser. Puis, j'espère qu'on pourra peut-être rediscuter ensemble dans un an. Oui, on pourra voir comment ça se développe au niveau de votre jeu vidéo. S'il y a aussi d'autres projets qui se développent, ça pourrait être très cool. D'habitude, j'offre cette option-là dans un an de refaire une discussion ensemble. Voir vous êtes rendu où. Cool. Ouais, ça marche. Ben oui. Alright. OK, excellent. Écoute, c'est super de faire votre connaissance aujourd'hui, Isaël puis Michael. Puis, écoute, je vous souhaite le meilleur dans votre entreprise. Merci beaucoup. C'était un plaisir là, de jaser tout ça. Là. Pareillement. Écoutez, bonne journée, les boys. Ciao, ciao. Bye. Ciao. Alors, oui, écoute, ça annonce déjà la fin de cet bel épisode. Je sais que t'en voulais plus, mais ne t'inquiète pas, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un nouvel invité. Vraiment, avec des différents backgrounds, on va t'amener beaucoup de contenu et je crois que ça va t'intéresser encore plus. C'est grâce à toi qui nous écoute en ce moment
qu'on peut développer des beaux projets comme ça, puis de partager ma passion pour l'entrepreneuriat, d'avoir des belles discussions aussi profondes que ça dans ce beau médium qui s'appelle le podcast. C'est donc de discuter avec des gens de différentes communautés, de différentes cultures. C'est ça qui me passionne. Et bien sûr, d'échanger sur la business, le monde des affaires et de l'entrepreneuriat. Et donc, si jamais tu veux plus de contenu, n'hésite pas à aller rejoindre, dans le fond, les réseaux sociaux de Ready Canada et bien sûr du podcast Entre 15-30. On se revoit très bientôt dans un nouvel épisode. On y va, on recommence. Une autre nuit, on se lance.